Une vieille femme vit une fillette inconnue pleurer sur la tombe de sa fille. Lorsqu'elle s'approcha, elle fut horrifiée par ce que l'enfant murmurait. Carmen marchait lentement dans les allées silencieuses du cimetière de Montrouge, un bouquet de fleurs blanches dans une main et une photo décolorée dans l'autre. Ses pas étaient lourds, sa respiration saccadée. Lorsqu'elle atteignit enfin la tombe de sa fille, elle s'agenouilla avec peine et déposa délicatement la photo et les fleurs sur la pierre froide. « Encore un an, ma chérie » murmura-t-elle, sa voix tremblante rompant le silence. « J'ai l'impression que c'était hier que tu étais là avec moi, à rire, à marcher, à être toi-même. Comme j'aurais aimé que les choses se passent autrement. » Ses doigts s'attardèrent sur la photo, effleurant tendrement le visage de Sophie comme pour la ramener à la réalité d'un simple effleurement. Chaque sourire, chaque étreinte, chaque au revoir résonnait clairement dans l'esprit de Carmen. Sophie Riva était une jeune femme dynamique et radieuse. À 28 ans, elle travaillait comme graphiste dans une agence de marketing. On se souvenait d'elle pour sa créativité débordante, son sens de l'humour aiguisé et la chaleur qu'elle apportait à n'importe quelle pièce d'un simple sourire. Sa mort, 3 ans plus tôt, avait été un coup de foudre. Un violent accident de voiture. Un virage glissant, une violente collision avec un poteau. Les dégâts étaient si importants que les secouristes avaient eu du mal à l'identifier. Sophie avait été déclarée morte sur place. À l'époque, tout le monde acceptait la tragédie. Le temps avait été terrible. Personne ne le remettait en question. Mais pour Carmen, cette perte laissa un vide permanent dans sa vie. Sophie était sa seule enfant, sa seule famille. Et avec sa disparition, Carmen était devenue son point d'ancrage au monde. Se recueillir sur la tombe devint sacré un rituel où elle pouvait parler à sa fille, ne serait-ce qu'à voix basse. On dit que le temps guérit toutes les blessures, soupira Carmen, les yeux rivés sur la pierre gravée. Mais pour moi, la douleur ne fait que s'intensifier d'année en année. Aurais-je pu faire quelque chose, n'importe quoi, pour l'arrêter ? La culpabilité et le chagrin la tenaillaient avec la même force. Les questions résonnaient dans son esprit, sans réponse et incessante. Soudain, le silence fut rompu par des sanglots discrets. Carmen tourna la tête et aperçut une petite fille près de la tombe voisine. L'enfant, le visage baigné de larmes, murmurait « Maman, pourquoi es-tu morte ? J'aimerais que tu sois là. Tu me manques tellement ?» Inquiète, Carmen se leva lentement et s'approcha de l'enfant. « Bonjour, ma chérie. Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement, avec le ton maternel toujours présent dans sa voix. La fillette leva les yeux, le visage baigné de larmes, l'air confus et peiné. « Je viens ici tout le temps, » sanglota-t-elle. « C'est ici que ma mère est enterrée. Mais, ce n'est pas le sien. C'est Sophie Riva. Mais ce n'est pas son nom. » Ces mots frappèrent Carmen comme un coup en pleine poitrine. Une vague d'effroi la submergea tandis que la confusion de l'enfant révélait quelque chose de profondément anormal. Carmen s'agenouilla près d'elle, le cœur serré pour l'enfant. « Résolvons ça ensemble, d'accord » dit-elle doucement en passant un bras réconfortant autour des épaules de la fillette. « Je m'appelle Lucie » répondit la fille entre deux reniflements. Lucie Martin. Déterminée à aider, Carmen guida Lucie loin de la tombe. Peut-être, juste peut-être, cet enfant détenait-elle la clé d'un éclaircissement ou d'une conclusion. « Parle-moi plus de ta mère, ma petite » dit-elle avec une patience calme, espérant que l'histoire de Lucie pourrait apporter un peu de clarté. Lucie accepta un mouchoir et s'essuya les yeux, visiblement réconfortée par la douce présence de Carmen. « Ma mère s'appelait Anne. Anne Martin, dit-elle d'une voix tremblante. Elle me chantait tout le temps. Elle souriait beaucoup. Elle est morte quand j'avais 5 ans. » À ce moment-là, un homme s'approcha. Il semblait tendu mais gentil. « Je suis Georges, » dit-il. « Son père. » Il regarda Lucie avec une tristesse sourde. « C'est vrai, » poursuivit-il. « Je l'ai amené ici à maintes reprises. On m'a toujours dit que c'était la tombe d'Anne. Mais le nom ne correspondait jamais. J'ai pensé à une erreur. Une erreur administrative. » La voix de Georges tremblait de chagrin et de frustration tandis qu'il fixait la pierre tombale. Anne était tout pour nous. Mais à sa mort, nous n'avons reçu aucun document, juste des confirmations verbales. Nous étions en deuil, bouleversés. J'aurais dû poser plus de questions, mais je ne l'ai pas fait. Carmen écoutait attentivement, submergée par l'empathie, tandis que Georges exposait le poids de sa douleur. « Georges, il y a quelque chose qui cloche, dit-elle fermement.
Je veux aider à découvrir ce qui s'est passé. Pas seulement pour Lucie. Pour Anne. Pour nous tous. Georges hocha la tête, visiblement ému. Merci, Carmen. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Lucie mérite de connaître la vérité. Elle mérite de savoir où repose vraiment sa mère. Le cœur de Carmen se serra. Elle connaissait trop bien la douleur profonde de la perte et le tourment de l'incertitude. Aucun enfant ne devrait être accablé par cela. Nous trouverons les réponses, promit-elle. Commençons par les registres du cimetière. Ils se dirigèrent ensemble vers le bureau du cimetière. Nous aimerions voir le dossier funéraire de Sophie Riva, dit Carmen au greffier d'une voix résolue. Nous pensons qu'il y a eu une erreur, et la guérison d'un enfant en dépend. Le commis, un homme las aux cheveux argentés et au regard fatigué, hocha la tête et commença à fouiller les archives. C'est rare, mais je vais voir ce que je peux trouver, dit-il en disparaissant dans les dossiers et les écrans. Pendant qu'elles attendaient, Carmen se tourna vers Lucie. Quoi qu'il arrive, nous allons surmonter ça ensemble. Lucie hocha la tête en lui serrant fermement la main. Quelques instants plus tard, le greffier leva les yeux, l'air surpris. Il y a eu une note interne, dit-il lentement. Il y a quelques années. Une confusion concernant l'identification de la tombe. Je n'ai pas les détails maintenant, mais je vais enquêter. Carmen se pencha en avant. S'il vous plaît. Nous devons savoir. Il leur assura qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour élucider cette affaire. En sortant du bureau, Carmen ressentit le frisson de quelque chose de plus profond, un mystère tissé de chagrin, de silence et d'une terrible erreur. Mais elle ressentait aussi autre chose, un but. Deux familles s'étaient croisées dans le deuil. Désormais, elles allaient cheminer ensemble vers la vérité. Elle décida qu'il était temps de consulter un professionnel pour démêler la confusion qui la tourmentait. Dès le lendemain, elle se rendit au cabinet du docteur Raphaël Sandoz, un homme dont le calme et la sérénité inspirèrent immédiatement confiance. Docteur Sandoz, merci de me recevoir. Je suis ici pour un sujet très délicat et profondément personnel, commença Carmen, la voix tendue par l'émotion, reflétant des mois de douleur et d'incertitude. Le médecin caressa doucement le chat perché sur son bureau, l'invitant silencieusement à poursuivre. Dites-moi comment je peux vous aider, Madame Thibault, dit-il chaleureusement. Carmen inspira profondément, rassemblant son courage pour révéler la douloureuse vérité. Il y a une confusion concernant une tombe au cimetière local. Elle est censée contenir les restes de ma fille, mais maintenant, nous pensons que quelqu'un d'autre pourrait y être enterré. Le docteur Sandoz écoutait attentivement, les doigts entrelacés sur la table. Je vois. Et comment croyez-vous que je puisse vous aider? Nous avons besoin d'un test ADN pour confirmer l'identité du corps, a-t-elle répondu. Je sais que ce n'est pas une demande courante, mais c'est essentiel, pour moi et pour la petite fille concernée. Le médecin acquiesça solennellement, reconnaissant la gravité de sa demande. Un test ADN sur des restes humains est possible, mais non sans complications. Nous aurons besoin d'une autorisation légale. Avez-vous accès aux documents nécessaires? Carmen hocha la tête. Je vais tout préparer immédiatement. Dès que nous aurons reçu l'autorisation, nous procéderons, a déclaré le docteur Sandoz en prenant des notes dans un petit carnet. Je préparerai tout de mon côté pour éviter tout retard une fois les documents reçus. Je comprends l'urgence. Carmen le remercia sincèrement, une lueur de soulagement l'envahissant, bien qu'elle fût mêlée d'une anxiété persistante. Merci, docteur. Votre aide m'apporte un réconfort indicible. Grâce à votre soutien, j'espère que nous apporterons enfin la paix à toutes les personnes touchées. Plus tard dans la soirée, Carmen était assise seule sur les marches de sa maison, contemplant le jardin qu'elle et Sophie avaient autrefois entretenu ensemble. Le ciel crépusculaire baignait les fleurs d'une teinte dorée, et pendant un instant, elle eut l'impression que le monde s'arrêtait pour écouter. En attendant les résultats ADN, ses pensées se reportèrent sur les jours passés avec sa fille, désormais perçus sous un angle nouveau, plus obsédant. Un après-midi s'était démarqué, juste avant la disparition de Sophie. « Maman, il y a des choses dans ce monde qui sont nécessaires, même si elles ne semblent pas justes, » avait murmuré Sophie en plantant une nouvelle fleur. Carmen l'avait ignoré sur le moment, mais maintenant, ces mots résonnaient avec un poids mystérieux. « Que voulais-tu dire, ma fille » murmura-t-elle dans le crépuscule. Elle se souvenait aussi que Sophie fixait parfois le vide, comme accablée par un secret trop lourd à partager. Un soir, au dîner, Carmen avait remarqué le regard lointain de sa fille.
Tout va bien, chérie, avait-elle demandé. Sophie sourit et hocha la tête, mais son regard la trahissait. Carmen regretta de ne pas avoir insisté davantage. J'aurais dû poser plus de questions, se réprimanda-t-elle. Dans les semaines précédant la disparition de Sophie, d'étranges souvenirs refirent surface, des appels téléphoniques tard le soir, des conversations chuchotées dans le couloir. Sophie quittait toujours la pièce pour parler à voix basse, et Carmen, respectueuse de sa vie privée, ne s'était jamais immiscée. Elle regrettait maintenant son silence. Qui était à l'autre bout du fil, Sophie? Qui t'a enlevé à moi, demanda-t-elle à voix haute, le chagrin brisant sa voix comme du verre fragile. Tandis que Carmen réfléchissait, une image plus claire, mais plus troublante, de ses derniers jours émergea. Chaque souvenir était un fragment déchiqueté d'un puzzle dont les pièces manquaient. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, était en jeu, elle le sentait au plus profond d'elle-même. Puis, l'appel est arrivé. Les résultats ADN étaient prêts. Carmen était assise, raide, dans le bureau du docteur Sandoz, les mains agrippées au bord de sa chaise, les yeux fixés sur l'enveloppe qu'il tenait. Les résultats de l'ADN sont là, dit-il d'une voix douce, se préparant à l'impact. Le souffle de Carmen se bloqua dans sa poitrine. Les restes ne correspondent pas à l'ADN de votre fille Sophie, dit-il doucement en la regardant dans les yeux. La pièce sembla tourner. Son souffle s'échappa d'un seul souffle, stupéfait. Non, c'est impossible, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La vérité la frappa comme une tempête. Alors qui est enterré sous la tombe de ma fille, demanda-t-elle. Et où est Sophie? Le docteur Sandoz lui tendit un mouchoir d'une voix posée mais pleine de compassion. Je suis vraiment désolé, Carmen. Je sais que cela soulève plus de questions qu'il n'en résout. Carmen, à travers ses larmes, serra les mâchoires. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, docteur. Je dois retrouver ma fille. Sa voix ne tremblait plus. Elle exprimait la force de la détermination d'une mère. Le docteur Sandoz hocha la tête, visiblement ému. Je vous aiderai de toutes les manières possibles. Nous pouvons commencer par contacter les autorités locales, ou peut-être engager un détective privé. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons tout notre possible pour découvrir la vérité. Carmen quitta le bureau, le cœur lourd, mais le pas assuré. La route qui l'attendait était incertaine, peut-être pleine de douleur, mais elle n'avait pas le choix. Pour toi, Sophie, murmura-t-elle au ciel couvert, je ferai n'importe quoi. Le lendemain matin, Carmen se rendit au bureau de l'inspecteur Émilien Vega. Il se leva à son entrée et l'accueillit avec une chaleur professionnelle. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous revoir. Veuillez vous asseoir. Carmen posa son sac à côté de la chaise et s'assit, la voix tendue par l'émotion. Monsieur Vega, je suis ici pour quelque chose de très grave. Les restes dans la tombe de ma fille, ce n'est pas la sienne. Je dois découvrir où elle se trouve, ou si elle est encore en vie. Bien que sa voix tremblait, sa détermination transperçait comme de l'acier. Émilien prit un air sérieux. Il prit un carnet et un stylo. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans les jours précédant sa disparition? Chaque détail pourrait avoir son importance. Oui, répondit Carmen. Il y avait des appels téléphoniques, étranges. Elle sortait pour répondre en chuchotant. Carmen racontait tous les détails dont elle pouvait se souvenir, des choses qui semblaient autrefois insignifiantes mais qui brûlaient désormais d'une grande signification. Savez-vous à qui elle parlait? Est-ce que certains appels ont été enregistrés? Demanda Émilien, anticipant les premières étapes de son enquête. À la fin de leur discussion, il ferma son carnet et croisa son regard. Nous allons commencer par analyser ces relevés d'appels et interroger ses proches. Je ferai tout mon possible pour retrouver votre fille, Carmen. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de désespoir cette fois, mais de gratitude. Avec Émilien à ses côtés, Carmen trouva la force de continuer. Le combat pour Sophie ne faisait que commencer. Émilien et Carmen étaient assis dans un petit café, des notes et des photos éparpillées sur la table. Émilien désigna du doigt la photo d'un groupe de personnes, dont certains visages étaient entourés de rouge. « Regardez ça, dit-il doucement. J'ai parlé à d'anciens collègues de Sophie et j'ai découvert qu'elle fréquentait des gens liés à des entreprises dangereuses et à haut risque. » Il rapprocha la photo. Ces individus sont bien connus dans les milieux locaux. Carmen examina l'image, un frisson lui parcourant l'échine. « Mon Dieu,
Émilien, c'est pire que ce que j'imaginais. Comment ma fille a-t-elle pu se retrouver avec ces gens-là? Sa voix tremblait, partagée entre le choc et la détermination croissante d'une mère à comprendre le chemin emprunté par sa fille. On reconstitue les faits, petit à petit, poursuivit Émilien. Il déploya devant eux une carte, ponctuée d'épingles rouges. Sophie fréquentait des endroits qui ne faisaient pas partie de ses habitudes. Certains sont connus pour être des hauts lieux d'activités illégales. Carmen écoutait attentivement, absorbant chaque détail, les noms, les lieux, les indices subtils. Ses yeux ne quittaient pas la carte. Il faut qu'on visite ces endroits. Il faut qu'on parle à tous ceux qui pourraient savoir quelque chose. Si elle fréquente ce genre de personnes, dit Émilien en baissant la voix, ça pourrait être dangereux. Mais c'est peut-être aussi notre seule chance de découvrir où elle est. Il regarda Carmen dans les yeux, l'inquiétude se lisant sur son visage. Je veillerai à ce que nos visites soient sécurisées. J'appellerai des personnes de confiance, des personnes qui pourront nous aider discrètement. Mais j'ai besoin que tu me promettes d'être prudente. La réponse de Carmen fut sans hésitation. Je ferai tout ce qu'il faudra, Émilien. Rien ne m'empêchera de découvrir la vérité sur ma fille. Si Dieu le veut, je la retrouverai. Même si je dois aller au bout du monde. Ce feu dans sa voix fit s'arrêter Émilien. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Il comprenait qu'à partir de maintenant, quels que soient les risques, ils les affronteraient ensemble. Ils traversèrent les rues plus calmes et plus ombragées qui bordaient le cimetière de Montrouge. Carmen s'y aventurait rarement. Les bâtiments étaient délabrés, les ruelles sombres, un contraste saisissant avec son ancienne vie. Ces zones sont connues pour leurs activités illégales, avertit Émilien, scrutant les environs du regard. Il faut rester vigilant. Carmen regarda le monde défiler par la fenêtre. Je n'aurais jamais cru que le chemin de Sophie me mènerait ici, dans des endroits comme celui-ci, murmura-t-elle. Qu'est-ce qui l'a attiré là-dedans? Parfois, les gens tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Ils ne voient le danger que trop tard, répondit Émilien en ralentissant devant un vieil entrepôt rouillé. C'est notre premier arrêt. Ma source dit que des contacts de Sophie se rencontraient ici. Ils sortirent de la voiture et avancèrent prudemment, restant dans l'ombre. Le pouls de Carmen battait à ses oreilles à chaque craquement ou rafale de vent. Émilien porta un doigt à ses lèvres et lui fit signe de se taire. Ils s'approchèrent des fenêtres sales, regardant à l'intérieur. Un petit groupe de personnes était assis autour d'une table, parlant à voix basse. Émilien écarta rapidement Carmen. On ne peut pas risquer d'être vu. C'est trop dangereux de les affronter maintenant, murmura-t-il. Je vais prendre des photos, on essaiera de les identifier plus tard. Carmen tendit la main vers un appareil photo compact caché dans sa veste, ses mains stables malgré la peur qui couvait à l'intérieur. Il faut continuer, Émilien, dit-elle doucement. C'est ma fille. Je dois la retrouver. J'ai beau avoir peur, je ne peux pas faire marche arrière. Sa détermination renforça la sienne. Ils retournèrent à la voiture, prêts pour la prochaine étape. Chaque indice les rapprochait un peu plus de Sophie. Plus tard, de retour à son bureau, Émilien était assis, penché sur son bureau, à examiner les photos de l'entrepôt. Son téléphone sonna. L'écran n'affichait aucun numéro d'appelant. Il hésita. Puis décrocha. Allô? Une voix déformée répondit, froide et impassible. Vous vous mêlez de choses qui ne vous concernent pas, arrêtez cette enquête. L'estomac d'Émilien se serra, mais sa voix resta calme. Qui es-tu? Pourquoi me menaces-tu? Un instant de silence. Puis la voix retentit, plus grave cette fois. Peu importe qui nous sommes. Continuez et les conséquences seront irréversibles. L'appel s'interrompit brusquement. Émilien resta figé, le téléphone toujours à la main. Son cœur battait la chamade. Mais au lieu de la peur, ce qui l'habitait, c'était la détermination. Ils essaient de nous faire taire, murmura-t-il en plissant les yeux. Ce qui veut dire qu'on se rapproche. Il a immédiatement appelé Carmen. J'ai reçu un appel. Un avertissement. Ils veulent qu'on arrête. Il y a eu une pause sur la ligne. Émilien, c'est terrible, dit-elle. Mais ça veut dire qu'on est proche du but. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Tu as raison, dit-il d'une voix posée, mais son regard scrutait les ténèbres de la pièce. On sera plus prudent. Mais on ne recule pas. Ils ont commencé à mettre en place de nouvelles mesures de sécurité.
La route serait dangereuse, mais ils étaient prêts. Il le fallait. Quelques jours plus tard, Émilien et Carmen étaient assis tranquillement dans leur voiture garée, contemplant une usine abandonnée aux abords de la ville. Son contact avait mentionné cet endroit lors d'une conversation à voix basse dans la rue. « C'est ici », murmura-t-il. On tenait des réunions ici, et le nom de Sophie revenait plus d'une fois. Carmen déglutit difficilement. Je me souviens d'appels téléphoniques étranges, de ces sautes d'humeur. À l'époque, tout ça n'avait aucun sens. Elle se mit à raconter chaque souvenir, aussi insignifiant soit-il. Chaque appel, chaque phrase, chaque instant se teintait désormais d'un sens nouveau. Émilien a tout compris, hochant la tête et demandant parfois des précisions. A-t-elle dit qui a appelé? Existe-t-il des enregistrements de ces conversations? Il élaborait déjà un plan. Ils analyseraient les appels, retrouveraient tous les proches de Sophie et creuseraient jusqu'à trouver des réponses. Carmen, dit-il fermement, tu n'es pas seule dans cette situation. Je te le promets, je ferai tout mon possible pour la ramener. Une vague d'émotion envahit Carmen. La douleur d'une mère en quête, l'espoir d'une amie qui se bat à ses côtés. Elle n'était plus seule dans cette obscurité. Il décida d'appeler Carmen pour lui expliquer la situation et les menaces qu'il avait reçues. Carmen venait de recevoir elle aussi un appel menaçant. La voix au bout du fil était froide et sans équivoque, on lui demandait d'arrêter son enquête. Elle écouta attentivement, pressentant un danger sérieux. Émilien guettait sa réaction, attentif à la moindre hésitation. Mais Carmen, inébranlée, a répondu avec plus de courage que jamais. « Émilien, c'est horrible, mais on ne peut pas se laisser intimider. Il faut continuer. S'ils essaient de nous faire peur, c'est qu'on se rapproche de la vérité. » « Tu as raison, Carmen, » répondit Émilien. Malgré l'inquiétude qui se lisait sur son visage, il y avait de la force dans sa voix, une détermination inébranlable. « Je vais bien, » lui assura-t-il. « Nous allons continuer au plus prudemment, certes, mais nous ne nous arrêterons pas. » Ensemble, ils décidèrent de renforcer leur sécurité. Ils savaient que la route à parcourir exigerait plus de courage et de précision que jamais. « Rien ne nous arrêtera, Carmen, » dit fermement Émilien. « Nous découvrirons la vérité, quel qu'en soit le prix. » Leurs recherches se poursuivaient. Émilien et Carmen étaient assis dans leur voiture, discrètement garée près d'une vieille usine désaffectée, aux abords du cimetière de Montroche. L'endroit avait été mentionné lors d'une conversation à voix basse qu'Émilien avait interceptée grâce à un contact dans la rue. « C'est ici, » dit-il en scrutant le bâtiment avec des jumelles. « Ma source m'a dit qu'il servait à des réunions secrètes, et le nom de Sophie est revenu plusieurs fois. » Carmen sentait la tension dans l'air. Il y avait de la peur, certes, mais aussi une impatience grandissante. Ils étaient enfin proches de quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait les aider à reconstruire les morceaux brisés de leur vie. Plus tard, Carmen était chez elle lorsque le téléphone sonna. Elle hésita avant de décrocher, la poitrine serrée. « Allô » répondit-elle d'une voix tremblante. Une voix déformée répondit, aiguë et menaçante. « Vous et votre détective vous mêlez de choses que vous ne comprenez pas, laissez tomber, ou les conséquences seront graves. » Le cœur de Carmen battait fort dans sa poitrine. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » parvint-elle à dire. « On essaie juste d'aider ma fille. » Mais la voix n'était pas terminée. « Écoutez bien, nous ne jouons pas à un jeu. Cela vous dépasse de loin. Si vous continuez, nous ne pourrons garantir votre sécurité, ni celle de vos proches. » Puis l'appel s'est brusquement terminé, laissant Carmen figée avec le téléphone toujours dans sa main, son corps tendu par la peur. Quand Émilien est arrivé, Carmen a raconté le message glaçant. « J'ai été menacée », a-t-elle avoué. « J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. On devrait peut-être arrêter. » Émilien la regarda gravement. « Je comprends votre peur, elle est réelle et légitime. Mais si nous nous arrêtons maintenant, ces gens seront libres. Nous devons être prudents, certes, mais nous devons continuer. Je suis avec vous et je vous promets que nous ferons chaque pas en toute sécurité. » Sa résolution la calma légèrement. Malgré la peur persistante, Carmen commença à accepter que la vérité sur Sophie devait être révélée, quel que soit le danger. Quelques jours après l'appel, ils se retrouvèrent dans un café tranquille, à l'écart des rues animées. Émilien choisit une table isolée et s'installa. « Nous devons être plus stratégiques », a-t-il déclaré. « Je vais faire appel à des collègues pour assurer la sécurité. Nous installerons également des caméras et des alarmes chez vous.
Carmen hocha la tête. J'ai confiance en toi, Émilien. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre souffre à cause de moi. Son inquiétude était évidente dans chacun de ses mots. Je comprends, Carmen, la rassura Théil. Mais je ne laisserai rien t'arriver. Nous allons démasquer celui qui est derrière tout ça et le faire payer. Son ton était ferme, lui apportant le réconfort dont elle avait besoin. Émilien s'éloigna et passa un appel discret, à voix basse. À son retour, son expression s'était adoucie. Mes collègues patrouilleront votre quartier la nuit. Et un ami, expert en technologie, commencera l'installation du système de sécurité demain. Le soulagement envahit Carmen comme une vague. Merci, Émilien. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Elle lui prit doucement les mains, un geste de sincère gratitude. Dans les jours qui suivirent, grâce aux nouvelles mesures de sécurité mises en place, Carmen et Émilien reprirent leur enquête avec une énergie renouvelée. Après des semaines de travail acharné et de nuits blanches, ils réunirent enfin suffisamment de preuves pour constituer un dossier solide. Ils avaient en main des documents, des fichiers audio et des enregistrements vidéo reliant le gang à la disparition simulée de Sophie. Les preuves étaient accablantes. Prudemment, Émilien contacta une unité spéciale de police spécialisée dans le crime organisé et la corruption. Une rencontre confidentielle fut organisée dans un lieu sécurisé. Là, Carmen et Émilien ont présenté chaque détail, chaque fichier, chaque clip, chaque connexion. Les agents ont été visiblement impressionnés par la qualité de leur enquête. Ils ont réagi rapidement, déployant une équipe tactique et lançant des raids coordonnés contre les repères du gang. Le résultat a été un succès retentissant. Plusieurs membres ont été arrêtés, dont les meneurs, pris au dépourvu avant qu'ils ne puissent détruire davantage de preuves. D'autres documents et enregistrements numériques ont été saisis, renforçant encore davantage le dossier. Carmen était présente lorsqu'ils ont confirmé les arrestations. Un immense soulagement l'envahit en réalisant que le danger s'éloignait enfin. Nous l'avons fait, Émilien. Justice a été rendue, dit-elle, les yeux embués de larmes de gratitude. Émilien se tenait à ses côtés, partageant ce moment. Ta force, Carmen, nous a menés jusqu'ici. Tu n'as jamais abandonné. Ils ont regardé ensemble le procès commencer, sachant que leur persévérance avait rendu le monde un peu plus sûr et honoré le combat de Sophie pour sa famille. Des semaines plus tard, par un après-midi tranquille, Sophie, Carmen et Émilien étaient assis à un café pour fêter ça. Sophie leur tendit la main. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, dit-elle. Sophie, dit doucement Georges, l'admiration dans la voix, tu as toujours été forte. Te voir te battre pour ta famille ne fait que renforcer mon respect pour toi. Sophie sourit, visiblement émue. Merci, Georges. Ça a été dur, mais t'avoir, Carmen et Lucie à mes côtés m'a donné la force de continuer. Au fil du temps, l'admiration mutuelle entre Georges et Sophie s'est transformée en quelque chose de plus. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Georges ouvrit son cœur. Sophie, ces derniers mois, j'ai développé des sentiments plus profonds pour toi. Tu es devenue si importante pour moi. Sophie s'arrêta net, ses yeux s'illuminant. Je ressens la même chose, répondit-elle, son sourire sincère et lumineux. Le mystère derrière eux et la paix revenue dans leur vie, ils ont choisi d'avancer ensemble. L'amour les avait trouvés, et les deux cœurs, éprouvés par la douleur, battaient désormais en harmonie. Carmen et Lucie, témoins de leur joie, leur ont apporté tout leur soutien. Par une journée ensoleillée, Carmen, Sophie et Lucie ont passé du temps dans le parc, un lieu qui symbolisait désormais un nouveau départ. Pendant que Sophie et Lucie jouaient, Carmen les regardait avec chaleur dans les yeux. « C'est si bon de vous voir tous les deux comme ça », dit-elle tandis que Sophie la rejoignait sur le banc. « On a l'impression qu'on peut enfin respirer », répondit Sophie. « Maman, je n'y serais jamais arrivée sans toi. Et Lucie, c'est comme la fille que je n'ai jamais eue. » Carmen pouvait le voir, la pure vérité dans les yeux de Sophie. Lucie courut dans les bras de Carmen en riant. « Grand-mère, viens jouer avec nous. » Carmen rit. « Bien sûr, ma puce. Voyons voir si je sais encore jouer au foot. » Elle suivit Lucie jusqu'au terrain, le rire jaillissant d'un endroit longtemps endormi. Sophie les regardait, le cœur débordant. « Tu sais, maman, dit-elle, on comprend enfin ce qui compte. Quoi qu'il arrive, on est ensemble. Et c'est tout. » Ils ont terminé la journée en rentrant chez eux main dans la main. Carmen regarda sa fille et sa petite-fille,
l'amour et la protection la traversant. Nous sommes tous dans le même bateau, murmura-t-elle. Et ainsi, pas à pas, ils ont avancé, plus forts, plus courageux et plus unis que jamais.